La soirée, c'est vous qui allez partir la première ronde de questions. Donc, Madame la députée de Marie-Victorin, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, puisque c'est ma première visite aujourd'hui à la Commission des institutions et à l'étude des crédits justice, je tiens à vous saluer évidemment la ministre, la présidente de l'Office de la protection des consommateurs qui est présente ce soir, mes collègues du parti ministériel, ma collègue aussi de la deuxième opposition et tous les autres qui sont présents ce soir, les fonctionnaires, le personnel politique. Donc, merci de votre participation. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté du sujet du jour en matière de protection des consommateurs. Donc, le projet de loi 134 qui a été déposé cet après-midi par la ministre de la Justice. C'est un projet de loi qui était attendu. Donc, on est très content de voir que le projet de loi a enfin été déposé aujourd'hui. Puis en fait, c'est ma première question ce soir. Je me demandais, considérant que la ministre de la Justice avait exprimé lors de l'étude de crédit 2015-2016 que cela figurait parmi ses priorités de déposer un projet de loi là, pour resserrer les lois en matière de crédit à la consommation. Donc, pourquoi avoir attendu avant d'avoir déposé le projet de loi? Surtout considérant quand le survolant à première vue, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec le projet de loi qui avait été déposé par votre collègue, ancien ministre de la Justice, en 2011. Donc, pourquoi, en 2015, ne pas avoir déposé déjà une première partie de ce projet de loi-là, ce qui avait été discuté, dans le fond, dans les années antérieures et qui faisait déjà consensus? Parce que je crois que ça aurait permis d'éviter des situations où il y a des consommateurs dans les 2-3 dernières années qui ont vécu des situations où ils se sont fait flouer par les règles existantes et donc ça aurait pu prévenir ce genre de situation-là. Donc, pourquoi ne pas avoir procédé en deux temps pour le projet de loi 134? Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, d'abord, je remercie ma collègue pour sa question, puis je veux lui souhaiter la bienvenue au sein de la Commission des institutions, parce que c'est toujours un petit peu stressant, nos premiers pas, évidemment, en commission parlementaire, c'est normal, on l'a tous vécu à un certain moment donné où on était porte-parole, puis on avait apporté des crédits. Alors, bienvenue, puis j'espère que ça annonce une série d'interaction et une belle collaboration. Puis je pense que le projet de loi va nous permettre aussi de faire plus amplement connaissance et de travailler en collaboration. C'est vrai que notre collègue à tous, l'actuel leader parlementaire, avait déposé un projet de loi qui comportait un certain nombre de mesures qui visent à modifier la loi sur la protection du consommateur pour répondre à des problématiques qui touchaient surtout les personnes vulnérables. Mais suite au dépôt du projet de loi, il y a eu quand même un certain nombre de réactions, de préoccupations qui avaient été soulevées. Alors évidemment, les élections avaient été déclenchées. C'est mon prédécesseur Bertrand Saint-Arnaud qui avait le mandat, qui avait aussi de son côté fait cheminer le dossier. Et lorsque je suis arrivée, on a eu des échanges parce qu'évidemment, il n'y avait pas encore de consensus sur certaines mesures importantes et il importait de les retravailler. Alors, pardon? Ah, d'accord, excusez-moi, je pensais, Monsieur le Président, que vous m'aviez posé une question. Oui. Et donc, par la suite, on a amorcé des consultations. J'ai mandaté l'Office pour qu'elle puisse procéder à d'autres consultations auprès des groupes d'intérêt qui travaillent, évidemment, en étroite collaboration avec les groupes, avec les consommateurs, et je leur ai demandé de voir à nous présenter une proposition de modification législative qui viendrait répondre vraiment aux préoccupations de premier plan, parce que vous savez, lorsqu'il est question d'apporter une modernisation à nos textes législatifs, on pourrait vouloir le prendre de façon très, très globale, mais il importe de cibler certaines mesures qui sont importantes peut-être, qui touchent de plus près le citoyen. Alors, c'est ce qu'on a fait, c'est l'approche que l'on a prise. On vise vraiment dans un premier temps à répondre, je dirais, aux consommateurs les plus vulnérables. Maintenant,
J'ai toujours travaillé ainsi. Je me suis toujours dit qu'il était important de déposer des projets de loi qu'on pouvait mener à terme. Je vous le cacherai pas, Monsieur le Président, vous le savez, et les membres de la Commission des institutions sont très présents. Je pense avoir un abonnement assez régulier avec la Commission des institutions. Je mène de front quand même un certain nombre de projets importants, de projets de loi importants, et dans différents dossiers. Puis, il importait aussi de pouvoir accorder le temps nécessaire à ce projet de loi-là. Alors, le moment est opportun. On a souhaité aussi, l'automne dernier, parce que le travail était très avancé, l'automne dernier, j'ai souhaité répondre à la problématique des programmes de fidélisation. Donc, j'ai demandé à l'Office de m'indiquer des potentiels amendements législatifs ou des dispositions législatives qui pourraient permettre de prévenir les situations similaires à celles que nous avons rencontrées l'automne dernier. L'Office a travaillé avec célérité et ça nous permet aujourd'hui d'avoir un projet de loi qui répond, oui, aux consommateurs vulnérables, mais oui aussi à la question des programmes de fidélisation. Madame la députée de Marie-Victorin. Très bien, merci pour cette explication. Est-ce que ce serait possible de déposer la liste complète des groupes que vous avez rencontrés lors des consultations, puis également d'avoir les dates exactes lors desquelles ces consultations ont été effectuées? Parce que dans le cahier des crédits, on parle de l'hiver 2016, donc ça pourrait être intéressant de vraiment voir les dates auxquelles les différents groupes ont été consultés. Députée de Marie-Victorin, faites référence au cahier des crédits. Voulez-vous, pour les besoins des gens qui nous écoutent, nous donner la référence? C'est la question. C'est ça? Oui. La page 161. OK. La page 161 du cahier des crédits. Question 62? C'est une question particulière, mais dans le crédit. 61? Question 161 de l'opposition officielle. OK. Question 161 de l'opposition officielle pour les besoins de ceux qui vont chercher la réponse. C'est dans le cahier des crédits. Oui, mais en fait, oui. Pour les consultations, j'ai la liste des organismes qui ont été consultés. Je voulais juste vous aider par rapport aux documents dont Mme la députée de Marie-Victorin faisait référence. Donc, si vous avez la liste des consultations avec les dates... Je n'ai pas les dates. On pourra... Je m'engage, Monsieur le Président, à vous les donner. Parvenir. Évidemment, ce n'est pas des consultations que j'ai personnellement menées, mais bien l'équipe de l'Office. Mais il y a eu... Simplement de déposer les documents des différents groupes avec les dates il y a quand même 18 groupes d'intérêt qui ont été rencontrés dans le cadre des modifications législatives. Tu sais, Monsieur le Président, je pense que c'est important aussi de mentionner, on laisse sous-entendre qu'on n'a peut-être pas travaillé de façon assez rapide, là. Je vous dirais que dans le contexte... L'équipe a travaillé très fort et on a présenté le projet au moment où nous pouvions le présenter. Madame la députée de Marie-Victorin. Oui, toujours dans les questions particulières à la page 161. Donc, on apprend qu'il y a 89 mesures qui ont été soumises à la consultation par l'Office de la protection des consommateurs. Puis, donc, on se demandait si toutes ces mesures étaient contenues dans le projet de loi final. Et s'il était possible aussi, toujours dans le même ordre d'idée, de pouvoir avoir une copie de déposer des 89 mesures qui ont été mises à l'étude par l'OPC. Madame la ministre. Nous avons pris l'orientation d'y aller en 2 étapes. Donc, une première étape, le projet de loi propose 50 mesures. Alors, un travail quand même, 50 mesures pour 82 articles. On sait ici à quel point on prend le temps de bien faire les choses à la Commission des institutions. Donc, 82 articles, ça nous donne une idée du temps que ça nous prendra. Avec le souci du détail que m'ont démontré certains collègues. Alors, on a choisi dans ce contexte-là d'y aller en 2 étapes. Et 50 mesures sont retenues. Et pour ce qui est de l'autre étape, ça viendra. Mais, Monsieur le Président, les questions de ma collègue m'indiquent à quel point il faut se retenir parfois de donner des échéanciers parce qu'il y a toutes sortes de facteurs parfois qui
Et ça, c'est pour moi. C'est une leçon que j'ai apprise. Sur le temps de la présidence, Madame la députée de Marie-Victorin, je pense que ce matin, lors du dépôt de votre projet de loi, il a été question d'avoir des consultations particulières pour l'étude du projet de loi. Donc, il y aura sûrement, vous allez être mis à contribution, Madame la députée de Marie-Victorin, pour qu'il y ait des groupes et organismes qui viennent en consultation particulière. Je vous donne votre parole. Oui, tout à fait. Puis on a bien hâte de les entendre, mais ce serait tout de même intéressant que la ministre puisse déposer ce soir ou éventuellement le document qui montre vraiment donc les 89 mesures qui avaient été mises à l'étude par l'OPC, puis qu'on puisse vraiment distinguer donc lesquelles. Vous dites qu'il y en a 50 qui sont déjà contenus dans le présent projet de loi, donc les 39 qui seront retenus pour une future modification législative. Donc, de pouvoir avoir ce document-là, ce serait très intéressant. Donc, c'est la demande que je fais à la ministre. Madame la ministre. C'est en fait le document qui a servi pour les consultations, Monsieur le Président. C'est un document de travail, donc c'est pas, c'est comme bien des documents qui nous servent pour faire avancer nos projets de loi. Donc c'est pas un document officiel. Ce n'est pas, c'est vraiment. Crédit, si je ne m'abuse. Mais il n'est pas dans le, je crois pas. Question particulière à la page 161. C'est écrit, oui, je lis. Je ne sais pas, Madame la députée de Marie-Victorin, oui. C'est parce que je veux qu'il soit capable de suivre. J'ai l'impression qu'on ne retrouve pas le document. C'est la question particulière 161 dans le cahier des crédits. Non, excusez, là, c'est la question particulière 161. Vous pourriez me référer à la page. Sur le temps de la présidence, le temps qu'on le trouve. Bougez pas. Merci. Question particulière 161, on a ça? Dans le milieu de la page, je pense qu'il est question des 89. En fait, Madame la ministre? On fait référence et on fait référence aux travaux, mais le document, c'est un document de travail, Monsieur le Président. Ce n'est pas un document officiel de consultation, c'est vraiment des échanges. Donc, évidemment, je sais que... Madame la députée de Marie-Victorin. Donc, ce que vous voulez dire, Madame la ministre, c'est que le document des 89 mesures qui ont été mises à la consultation par l'OPC n'ont pas été divulguées aux différents groupes lors de la consultation, parce qu'on lit ici à la question particulière 161 que l'Office a reçu des commentaires sur la majorité des 89 mesures soumises à la consultation et a procédé à l'analyse de ces commentaires. Donc, moi, j'en comprends que ces 89 mesures-là ont été, c'est écrit clairement, soumises à la consultation. Donc, nécessairement, il devait y avoir un document qui existait. C'est pourquoi on demandait le dépôt ce soir. Madame la ministre. En fait, le travail ne s'est pas fait par la remise, l'échange de mémoire. C'était vraiment des discussions qui ont eu lieu. Donc, il n'y avait pas un document d'échange de consultation. Il y a vraiment eu, c'était des rencontres de consultation. Donc, il y a... Et on a... Et à la page à la page 74, on fait référence aux 89 mesures, mais il n'y a pas... les échanges ne se sont pas faits par écrit, là, par des dépôts de mémoire et tout ça. Ce qu'on m'informe, c'était plutôt par voie d'échange, un peu comme on le fait ce soir. 89 mesures n'étaient pas détaillées. Ce serait intéressant que vous puissiez le faire, étant donné qu'on dit qu'on a eu des commentaires sur la majorité des 89 mesures. C'est donc qu'il y a certaines mesures auxquelles il n'y a pas eu de commentaires des différents groupes. Donc, si ça n'a pas déjà été fait, ça serait intéressant que ça se fasse puis que ce soit déposé par la suite. Madame la ministre. En fait, Monsieur le Président, je pense que c'est pas très, très complexe, là, dans le sens que quand on parle de 89 mesures, on a pris le travail qui avait été fait, on a travaillé un peu sur la base des différentes propositions législatives qui étaient sur la table. Ça a été la base de la discussion et des échanges avec les organismes qui ont été consultés. Donc, c'est ça qui s'est fait.
C'est comme ça qu'on a travaillé. Alors, si ma collègue veut prendre les projets de loi puis sortir 89 mesures, dans le fond, c'était l'esprit dans lequel on a amorcé les travaux. Il y a eu des travaux, il y a eu des travaux parlementaires qui avaient été... Il y a eu un projet de loi qui a été déposé. Toujours intéressant de voir est-ce toujours d'actualité, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui répond de façon plus pressante aux besoins des consommateurs et qu'est-ce qui doit être fait ou est-ce que les moyens qui avaient été identifiés à l'époque sont les bons moyens? Est-ce que le temps ne nous permet pas d'identifier d'autres problématiques sur lesquelles on devrait travailler? Alors, c'était ça la consultation, Monsieur le Président. Je pense que c'est quand même... Puis, ce soir, je comprends, là, je comprends qu'on questionne parce que le projet de loi a été déposé, mais il y a quand même... Il y a un travail sérieux qui a été fait. On a déposé un projet de loi. C'est l'orientation qui a été désignée, d'identifier les priorités. Ces priorités-là ont été identifiées justement suite aux consultations qui ont eu cours au cours de la dernière année. Merci, Madame la députée de Marie-Victorin. Donc, Monsieur le Président, j'en comprends que la ministre ne veut pas déposer les 89 mesures. Quand même, on avait pris le temps de les chiffrer, donc je trouve ça quand même étonnant. Vous savez, j'ai posé une question au Salon Bleu le 21 mars dernier concernant les pratiques frauduleuses des banques. Ça suivait un reportage de Radio-Canada, de GoPublic, qui avait mis à jour quand même une situation très préoccupante. Puis, en réponse à ma question, la ministre, donc, le 21 mars dernier, avait dit donc qu'elle travaillait en étroite collaboration avec l'équipe de l'Office afin de présenter le plus rapidement possible, et je la cite, là, des modifications à la loi sur la protection des consommateurs afin d'encadrer et de protéger surtout les clientèles plus vulnérables à l'égard de ces pratiques qui sont tout à fait inacceptables. Donc, je rappelle là, qu'on parlait quand même de vente agressive, de recours au mensonge, à la tromperie, à l'omission d'informations. Puis c'était quand même des choses graves parce que ça touchait notamment les taux de crédit des gens donc qui ne possédaient pas toute l'information pour prendre des décisions éclairées. Puis, je voudrais peut-être justement voir avec vous, concernant le projet 134, à première vue, il ne contient pas de mesures spécifiques pour mettre un terme justement aux pratiques qui avaient été identifiées par le reportage et auxquelles la ministre s'était engagée à mettre fin par des modifications législatives. Donc, ce serait ma question à la ministre. Est-ce qu'il y a vraiment une disposition dans le projet de loi 134 qui vient donc répondre à la question que je lui avais posée le 21 mars dernier? 45 secondes, Madame la ministre. On est en enquête dans ce dossier-là, donc non, la disposition n'est pas prévue au projet de loi 134. Voilà. Pour le moment. Madame la députée de Marie-Victorin, 30 secondes pour la fin. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'échéancier à laquelle vous prévoyez corriger le problème? On est en enquête. On va laisser l'enquête suivre son cours, comme d'autres enquêtes. Merci, Madame la députée de Marie-Victorin. Je m'en vais du côté de Vaudreuil. Madame la députée de Marie-Victorin. Merci, Monsieur le Président. Pour conclure sur le dossier du projet de loi 134, j'aimerais entendre la ministre à savoir s'il va y avoir des premières consultations qui vont être tenues d'ici la fin de la présente session parlementaire. Je le souhaite, Monsieur le Président, mais je pense que ce serait plutôt, je regarde les représentants de l'équipe du leader, je pourrais pas, je peux pas présumer de rien. Évidemment, ça appartient au leader. Mais il y a une chose qui est certaine, je ne peux pas me séparer en deux. Je ne peux pas siéger en simultané dans deux salles de commission parlementaire. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. La commission des institutions, puis il y a un petit projet de loi qui s'appelle 98. On est rendu à l'article 59 sur 112 et à la vitesse à laquelle on a. Puis il y en a d'autres aussi là, qui traînent. Ça fait que, Madame la députée de Marie-Victorin. Très bien, merci. Donc, je vais aller sur un autre sujet, un sujet qui concerne plusieurs d'entre nous dans la salle, parce qu'il faut noter qu'il y a une représentation féminine assez importante. Donc, un autre dossier que j'ai soulevé à la période de questions récemment, celui de le phénomène de la taxe rose. Vous savez, il y a plusieurs enquêtes médiatiques là, qui ont été réalisées tant par Radio-Canada que par le Journal de Montréal sur le fait que les produits de base, donc d'hygiène corporelle par exemple, sont plus élevés pour les femmes quand on regarde des produits qui sont tout à fait comparables, alors qu'encore aujourd'hui, en 2017,
les femmes gagnent un salaire inférieur à celui des hommes, donc leur pouvoir d'achat, il est déjà moins grand en partant, et là, elles doivent payer des coûts qui sont plus importants pour des produits de base. Donc, à la suite de ma question, j'ai également posé une question au feuilleton à la ministre, puis d'ailleurs, je la remercie pour sa réponse que j'ai obtenue le 7 mars dernier et qui me faisait état de sa décision de mandater l'Office de la protection du consommateur pour qu'il réalise une étude sur cette question-là en collaboration avec le Conseil du statut de la femme. Donc, évidemment, on aurait aimé qu'il y ait des mesures législatives qui soient présentées parce qu'on considérait quand même que les études, il y en avait déjà plusieurs. Il y a même aux États-Unis 2 lois qui ont été adoptées déjà pour contrer le phénomène sur lesquelles on aurait déjà pu se baser étant donné que le phénomène était quand même bien répertorié. Cela dit, donc, je reconnais quand même qu'il s'agit d'une avancée, puis c'est une bonne chose donc qu'on puisse compter sur une étude, mais ça me soulevait quand même quelques questions. Je me demandais d'ailleurs donc si cette étude-là était dans le but de faire éventuellement des recommandations législatives au gouvernement pour mettre donc un terme aux pratiques de discrimination qui avaient été reconnues notamment par le ministre des Finances à la période des questions, mais également par la ministre elle-même qui trouvait que c'était une situation qui était préoccupante. Donc, il y a les mesures législatives, mais également, ce serait intéressant de pouvoir déposer le mandat exact qui a été donné donc à l'Office et au Conseil de la statut de la femme pour la réalisation de l'étude sur la taxe rose. Oui, Madame la ministre? J'attendais que vous me cédiez la parole. Non, mais j'avais pas de problème, mais là, j'avais des problèmes d'intendance. Moi, de mon côté, je cherchais un document, je ne sais pas... C'est pour ça que je vous ai donné le temps de pouvoir trouver votre document, Madame la ministre. Alors, évidemment, j'ai mandaté l'Office le 17 février dernier pour documenter le phénomène de la taxe rose parce que, vous savez, lorsqu'on fait face à une situation qui nous préoccupe, la réponse de la modification législative ou de l'encadrement législatif, c'est pas la seule et unique réponse. Avant d'avancer avec un encadrement législatif, il y avait lieu de documenter davantage le phénomène ici au Québec. On ne peut pas présumer que ce qui a fait l'objet de certaines mesures ailleurs va nécessiter nécessairement une modification législative. On peut s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs, qui ne sont pas d'ailleurs, ce ne sont pas que des modifications législatives qui ont été mises de l'avant. Alors, moi, je trouvais important de documenter la situation. On avait très peu d'informations sur ce qui a cours au Québec. Oui, on pourrait dire, bien, c'est évident, par exemple, le rasoir Bic Soleil coûte plus cher que le rasoir pour hommes, je ne sais pas là, qui pour le même nombre de rasoirs coûte, je ne sais pas, $1 de moins, par exemple. Et là, je vous dis ça sous toute réserve. On pourrait dire, bien, le déodorant pour hommes, pour le même prix, a un format plus gros. Alors, je vous avoue, Monsieur le Président, que j'ai une sensibilité à cette question-là. Sensible, ça arrache aussi. Vraiment spécifiquement, s'il était possible de déposer le mandat de l'étude. Oui, certainement. En fait, c'est une lettre qui est datée du 17 février, qui est adressée à la présidente de l'Office et à laquelle je joins en copie conforme ma collègue, la ministre de la Condition féminine, qui est aussi une complice dans ce projet, dans ce chantier-là. Et puis, je pourrais également, je vais la déposer, Monsieur le Président, comme ça, elle est là. Pour publication ou juste pour l'intention des membres, Madame la ministre? Oh, ben, elle peut être pour publication. J'ai absolument rien à cacher, moi. C'est beau. Non, mais c'était pas le but de l'exercice. Madame la députée de Marie-Victorin. En fait, bougez pas, Madame la ministre, vous aviez un autre document que vous vouliez déposer avec, là? Non. Non? OK, c'est beau. Madame la députée de Marie-Victorin. Un autre que j'aimerais bien voir la ministre déposer, c'est celui de l'échéancier, donc de l'étude qu'elle a confiée à l'Office et au Conseil du statut de la femme.
On a des documents de travail, mais il n'y a pas de documents officiels. Je vous dirais que l'objectif, là, évidemment, à court terme, là, pour la période printemps-juin, là, c'est on a demandé d'abord à ce qu'il y ait un inventaire de l'ensemble des études qui ont été réalisées sur la question. Alors, ça, c'est mené par le Conseil du statut de la femme, qui a une équipe de recherchistes qui est très, très dynamique. Alors, et de son côté, l'Office de protection du consommateur va faire un inventaire de la législation qui existe en la matière. Parce que les modifications réglementaires, ça, c'est ce qui se fait actuellement, là, ce qui se fera au cours du printemps. Donc, on commence par recenser la documentation et les travaux vont se poursuivre avec un objectif d'un rapport qui serait remis à la fin de l'automne 2017. Donc, au cours des 6 prochains mois. Madame la députée de Marie-Victorin. C'est ça, j'en comprends qu'on a comme objectif que l'étude soit réalisée d'ici la fin de l'automne, c'est bien ça? Effectivement. Parfait, merci beaucoup. Vous parliez tantôt justement des choses qui allaient être recensées par le Conseil du statut de la femme et ce qui allait être fait du côté de l'Office de la protection des consommateurs. Ça m'amène à la question parce que quand on regarde les études qui ont été publiées sur le site Internet de l'Office, on remarque que les études ont été produites pour le compte de l'Office de la protection du consommateur et non pas par l'Office. Donc, est-ce que vous pouvez juste confirmer que ça va être vraiment des ressources internes qui vont réaliser l'étude ou ça va vraiment être conjoint là, avec le Conseil du statut de la femme? À quel document faites-vous notre collègue fait-elle référence? Parce que je veux m'assurer là, de répondre à la bonne question. En fait, je fais référence au site Internet de l'Office de la protection du consommateur, à l'onglet de la publication des études. On voit clairement que les différentes études qui ont été publiées ont été faites pour le compte de l'Office, mais pas par l'Office. Donc, on voulait simplement savoir s'il y avait des ressources à l'interne qui étaient disposées à réaliser cette étude-là en collaboration avec le Conseil du statut de la femme. Oui. Est-ce qu'on fait référence à la démarche d'inventaire de législation? À quelle étape du processus fait-on référence? Je pense à l'ensemble de l'étude que vous avez dit qui se ferait de façon conjointe entre... La députée de Marie-Victorin a le document, là, ça va vous donner ça s'intitule comment sur le site Internet? Études, rapports de recherche et sondages. Voilà. C'est bon, c'est sur le site Internet de l'Office? C'est simplement pour clarifier qui devait faire quoi là, au sein de l'étude. Et juste vérifier si vous aviez, si l'Office avait les ressources nécessaires donc pour mener à bien cette étude-là. Bougez pas, le secrétariat a sorti une copie du document. Madame la ministre, que vous puissiez en prendre connaissance si nécessaire et pour que vous puissiez répondre adéquatement à la question de Madame la députée de Marie-Victorin. En fait, ce que je comprends, c'est qu'on fait référence à une panoplie d'études menées depuis 99. Là. C'est un peu différent. Lorsque le mandat actuel, d'abord, oui, l'Office a les ressources pour mener à bien le mandat. Le mandat actuel, c'est un mandat, c'est pas une étude initiée par l'Office. C'est un mandat qui est confié, que j'ai confié à l'Office, de documenter la question, parce que la question est très peu documentée au Québec. En fait, n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie. On s'adjoint évidemment au Conseil du statut de la femme, qui, en raison, bien évidemment, de l'enjeu. Alors, nous avons l'opportunité d'avoir des ressources et des experts dans divers domaines au sein du Conseil du statut de la femme, au sein de l'Office de la protection des consommateurs. Alors, l'Office a les ressources requises pour mener à bien le travail, le mandat qui lui a été confié. Madame la députée de Marie-Victorin.
Oui, Monsieur le Président, simplement pour clarifier, vous avez dit que ça consistait à documenter, mais vraiment dans la lettre que vous venez déposer là, à Madame la Présidente de l'Office de la protection du consommateur, vous dites vraiment que l'étude, c'est également pour définir les meilleures pratiques dans l'objectif de proposer le cas échéant, donc des modifications législatives ciblées innovatrices. Donc, c'était simplement pour s'assurer que l'Office avait bien les ressources pour mener à terme l'étude. Ça m'amène quand même à un autre sujet que je voulais soulever ce soir pour l'étude des crédits, concernant un autre dossier qu'on a soulevé à la période des questions, qui concerne les frais encourus sur l'autoroute de l'A25, donc le pont qui est fait en PPP. Je rappelle brièvement les faits. Quand le gouvernement libéral a décidé de faire le pont de l'A25 en PPP, on a permis à l'entreprise privée concession A25 de charger des frais d'administration qui sont fait le triple du prix du passage. Puis en plus de ça, on les a autorisés à charger les frais de recouvrement de plus de 37 $ dès le premier retard de paiement. Pourtant, la loi de la protection des consommateurs prévoit qu'il est interdit d'imposer une pénalité autre qu'un taux d'intérêt. C'est pour ça que j'ai demandé au gouvernement, donc, il y a quelques semaines, de reconnaître son erreur, mais surtout de la réparer, parce que beaucoup de gens qui sont touchés par ça, j'ai eu des témoignages très nombreux par la suite sur les réseaux sociaux. Puis en réponse à ma question, le ministre des Transports nous a répondu, là, je le cite, qu'une démarche avait été entreprise pour vérifier si les lois du Québec étaient respectées et que si ce n'était pas le cas, qu'il y aurait des resserrements. Donc, pourtant, la grille tarifaire de concession A25, eh bien, elle est publiée dans la Gazette officielle. Donc, ça m'étonne parce que le gouvernement, dans ce contexte-là, ne peut pas plaider la surprise ni l'ignorance. Donc, je voulais savoir d'abord si la ministre responsable des consommateurs, si vous pouviez nous dire si vous êtes d'accord avec l'Union des consommateurs qui estime que les frais de recouvrement sur l'autoroute de l'A25 sont illégaux. Madame la ministre. Monsieur le Président, il y a une chose qui est importante. Moi, je suis la jurisconsulte de l'État. Je ne suis pas ici pour donner des avis juridiques. Il y a des dossiers qui sont pendants, puis je ne vais pas commenter les dossiers qui sont pendants, Monsieur le Président. J'ai énormément de respect pour ma collègue, mais ça, c'est une chose qu'on doit, avec laquelle je suis très respectueuse. On a un règlement qui nous interdit de parler, mais au-delà de ça, mes fonctions m'empêchent de venir me positionner et donner un avis juridique sur Marie Victorin va sûrement préciser. Je vais reformuler autrement. C'est qu'en fait, justement, votre collègue ministre des Transports avait donc affirmé à la période des questions que des vérifications étaient en cours dans le dossier. Puis là, mais ça fait plus d'1 mois. Donc, est-ce que la ministre peut nous donner le résultat des vérifications qui ont été entreprises? Puis, est-ce que ça serait possible de déposer l'analyse qui a été effectuée? Vous faites référence, Madame la députée de Marie-Victorin, à la réponse que le ministre des Transports vous a déposée à l'Assemblée nationale? Oui, il allait intenter des vérifications et que si on voyait qu'il y avait un problème, qu'il allait avoir des resserrements. Parce que vraiment, les groupes d'union de protection des consommateurs avaient soulevé que les frais encourus étaient illégaux en regard de la loi de la protection des consommateurs. Madame la ministre, on va vous trouver une copie, Madame la ministre. En fait, le ministre des Transports est mon voisin de banquette, alors je me souviens très bien de la question, mais en toute amitié, Monsieur le Président, je ne sais pas si les crédits des transports sont terminés, mais j'invite ma collègue à poser la question à mon collègue de transport parce que je ne peux pas deviner les démarches que le ministère des Transports a entreprises. Oui, Madame la députée de Marie-Victorin, de toute façon, on va vous faire suivre, là, même, je comprends votre réponse, Madame la ministre. Pour votre information, on va vous faire suivre. Merci, Monsieur le Président. Je pense quand même que c'est important de poser cette question-là à la ministre responsable de la protection des consommateurs parce que ça touche directement. Là, on parle de frais de recouvrement, donc ça n'a pas vraiment de lien nécessairement avec les crédits au transport. Là, ça a vraiment rapport avec la protection des consommateurs. Puis en fait, ce serait peut-être intéressant d'entendre la présidente de l'Office, à savoir si eux, ils considèrent de leur côté que ce contrat-là, il est légal en regard de la loi de la protection des consommateurs, parce que ça a été soulevé par les différentes unions. Là, depuis la conclusion du PPP, de l'entente là, avec le gouvernement libéral et concessions A25, ce dossier-là revient périodiquement. La facture a fait de nombreux reportages sur le sujet. Donc, il y a de nombreuses personnes qui se sentent lésées
dans le dossier et je pense qu'il serait grand temps que le gouvernement puisse intervenir. Madame la ministre. Monsieur le Président, comme j'ai mentionné, c'est quand même des dossiers qui font l'objet de litiges et en conséquence, je pense qu'on devrait se garder une petite réserve pour les commentaires que nous pourrions émettre à l'égard des dossiers pendants. Merci. Madame la députée de Marie-Victorin, il vous reste 20 secondes. Oui, bien, juste spécifier que c'est quand même le ministre des Transports lui-même qui a dit qu'il allait faire la vérification et qu'il y aurait des resserrements si nécessaire. Donc, on va continuer d'être à l'affût du dossier.